Né en Algérie, grandi en Corse, enseignant de langue corse pendant 20 ans dans un lycée du Sud, il écrit en parallèle dans une langue que ses propres élèves ne parlent plus. En 2009, il publie son premier grand roman chez Albiane. Le titre, en Corse, désigne à la fois le glas et la vie de décès, Murtorio, un livre sur la mort d'un monde écrit dans la langue de ce monde. 3 ans plus tard, Jérôme Ferrari le traduit à Actes Sud, qui le publie dans sa collection Domaine étranger, la Corse, pays étranger. Aujourd'hui, il dirige Omara, la maison d'édition littéraire corse, qu'il a fondée pour publier ce qu'il n'existerait pas sans elle. L'auteur qui écrit La disparition, l'éditeur qui organise la résistance, Marc Biancarelli, bonjour. Bonjour. Ce livre, Murtorio, s'écrit à quel moment de votre vie? Pas le contexte littéraire, ce à quoi vous ne croyez plus, ce à quoi vous teniez encore. Oula, mon Dieu. Non, mais déjà, précisons que c'est pas 20 ans d'enseignement, c'est 30 ans d'enseignement dans le secondaire. Que j'ai quitté parce que j'étais pas satisfait de mon statut et puis du statut aussi de la langue en tant que matière marginale et facultative et déconsidérée, surtout déconsidérée dans un système qui était pas fait pour elle. Bon, après, Murtorio, c'est pas le premier roman. Il y en avait eu 51 Pégasi avant. Il y avait eu un certain nombre de recueils de nouvelles. Disons que Murtorio est peut-être le roman dont on me parle le plus emblématique. Dans quel contexte il est écrit? Il est écrit dans les années 2000, au début des années 2000, parce que je pense qu'il est sorti vers 2007-2008 en langue corse. Et moi, je regardais évoluer la société dans laquelle je vivais, la société porto-vecchiaise essentiellement, qui était un monde, bouffé par le tout-tourisme qui prenait toute la place et qui prenait surtout la place d'une vie villageoise, communautaire, même rurale par certains aspects, qui avait perduré jusque-là, quoi. Et on peut dire que des années 50 aux années 90-2000, c'est ce grand chambardement sociétal auquel on assiste, avec des évolutions de mentalité, avec, on peut le dire, quasiment la disparition, même si elle survit par endroits, d'une culture familiale, d'une culture paysanne, villageoise. Voilà. Et puis de la langue aussi, énormément, parce que s'il y a bien un domaine où Porto-Vecchio est un peu significatif et avant-gardiste du pire concernant la pratique de la langue, c'est ça, hein, c'est ce domaine-là. Voilà. Et donc moi j'écrivais en réfléchissant à ces thématiques-là, à cette évolution sociétale dans la région qui est la mienne. Vous enseignez la langue corse dans un lycée et écrire en corse en même temps un roman sur un monde qui meurt. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, ça c'est une bonne idée? Moi, j'ai pas eu des réflexions comme ça, jamais. J'ai toujours écrit parce que c'était vital pour moi, c'était ce que je savais faire, c'était mon moyen d'expression. J'ai jamais tellement réfléchi aux bonnes idées. J'ai jamais tellement réfléchi à ce que le lecteur pensera de ce que j'ai écrit. Même si évidemment, confusément, on a ces idées-là, mais elles n'ont jamais été obsédantes chez moi, je crois. J'avais plutôt l'idée de porter témoignage, un témoignage personnel, parce que je prétends pas qu'un roman puisse dire toute la vérité d'un monde. Il ne dit qu'une part de la vérité, voilà, et moi c'était ma part personnelle. Un livre que vous avez écrit contre quelque chose ou à défaut de quelque chose? Pardon pour la bronchite. Pas de souci. Je sais pas, en dépit, plutôt qu'à défaut. En dépit d'un monde qui s'est oublié lui-même et qui, à mon avis, ne correspond pas au mythe qu'il ressasse. Voilà, je pense que c'est plutôt comme ça que je vois les choses. C'est une Corse sans échappée, sans rédemption. C'est de la mémoire ou c'est du deuil? Non, il y a de la mémoire, il y a du deuil, je crois pas. Je pense pas avoir écrit avec ces... Puis c'est loin maintenant, hein, en même temps Murtorio, on ressasse quelque chose qui
Moi est loin derrière moi, hein. Mais non, je cherchais, comme tout écrivain, à avoir une bonne histoire. Quelque chose qui tienne la route, avec des personnages, avec... alors les personnages, ils m'étaient inspirés par mon univers, hein, inévitablement. Mais par moi aussi, il y a des projections de moi dans ce livre. Je pense que Tchanfaran, c'est un peu moi. Mais comme tout écrivain, on travestit la réalité, on en fait autre chose, hein, évidemment. C'est pas un moi complet, quoi. Pourquoi aucun personnage ne survit? Bon, ils survivent pas ils survivent, moi je trouve, dans Murto. C'est Mansueto qui disparaît, mais les autres, ils survivent comme ils peuvent. Et le personnage central, le libraire, lui, il choisit l'exil. Alors, peut-être qu'on y verra un message. Moi, je ne sais pas si c'est un message, mais moi, je suis d'une génération qui a beaucoup pensé à vivre en Corse, à rentrer en Corse. Comme si la Corse était le territoire du salut et de notre élévation obligatoirement, de notre développement obligatoirement, collectif ou individuel. Et donc, la génération de mes parents, ils ne rêvaient que d'un truc, c'était rentrer en Corse dans les années 70. Et nous-mêmes, quand on était étudiants 20 ans plus tard, on rêvait que d'un truc, c'était faire des études sur le continent, peut-être, si on y était contraint, mais c'était rentrer en Corse. Et en fait, cette Corse-là, elle n'a jamais été idyllique, elle n'a jamais correspondu à aucun des fantasmes qu'on a pu avoir sur ces périodes-là. Et la liberté, elle peut être aussi individuelle, l'élévation, elle peut être ailleurs. Voilà, moi je voulais surtout qu'il n'y ait pas de pensée dogmatique dans mes bouquins. Et donc les personnages, ils ont les destinées qu'ils doivent avoir. Je ne cherche pas trop à leur faire passer un message. Mais oui, peut-être en contre-pied d'une vision collective, hein, de l'époque, le personnage, il ne choisit pas son salut en restant dans l'île. Il choisit son salut en disant « allez vous faire foutre et moi je vais voir ailleurs ». Voilà. Justement, très très bonne transition. Votre propre camp, alors si vous avez un camp, il en a fait quoi de ce livre, Les militants de la langue, les nationalistes? Il l'a rejeté, ils l'ont rejeté, ils ont été gênés, il y a eu du silence autour? Bon, d'abord, je ne me considère pas que ce soit mon camp, pour être clair. Par contre, c'est un univers que je connais, dans lequel j'ai évolué. J'ai dû faire mes études à la fac à Corté pour être prof de Corse. Puis ça me plaît, ça m'a toujours plu. La langue me plaît. J'ai aucun souci avec ça. Au contraire. Mais je suis pas je suis pas dans une logique militante. Voilà. Moi, ça m'intéresse pas de revendiquer, de militer. Surtout que je sais que les gens sont très peu cohérents avec ce qu'ils disent par rapport à ces sujets-là dans la vie de tous les jours. On n'a que la langue à la bouche, mais on la parle pas beaucoup, quoi. Donc, à partir de là, pour moi, c'est de l'incohérence. On est dans des représentations, mais on n'est pas dans quelque chose de vécu, de naturel, de ressenti. Et moi, tout ce qui est en toc, tout ce qui est artificiel comme ça, j'avoue que j'accroche pas des masses. Et comme je pense que ce que j'ai écrit ne correspondait pas à ce qui était attendu d'un écrivain de langue corse, que peut-être ma littérature était d'une autre veine, qu'elle s'inscrivait plus dans quelque chose, même si le mot me déplaît un peu, mais d'universel, on m'a beaucoup ignoré, plus que agressé ou fustigé. Je pense que les premiers livres que j'ai écrits ont fait scandale, c'était des recueils de nouvelles, parce que les sujets étaient de l'actualité, étaient naturalistes, ils étaient réalistes, ça parlait de drogue, ça parlait de cul, ça parlait de la nuit, ça parlait de la rue, et c'était pas l'image qu'on voulait véhiculer du nous collectif, là. Bon, et moi, ça, j'avoue que ça m'a toujours laissé de marbre. Ce qui m'intéresse, c'est raconter des histoires d'individus, des histoires de personnages, et puis des histoires qui s'ancrent dans le réel. Voilà, moi, ça a toujours été mon souci. En tout cas, sur ces périodes-là, ça l'était réellement. Et donc, non, il y avait plus de l'indifférence malveillante. Voilà, c'est comme ça que je qualifierais les choses. La reconnaissance arrive par le continent.
Entrer au domaine étranger d'Actes Sud, ça vous a posé un problème ou ça vous a soulagé ? Non, mais ni l'un ni l'autre, encore une fois. J'ai pas des approches comme ça. Je pense que, moi, personnellement, je pense que c'était une erreur. Voilà. Mais c'est pas une erreur volontaire, c'est pas un calcul. C'est que simplement, à l'époque, je crois que les éditeurs savaient pas où classifier un auteur de langue régionale traduit en français. Il n'y avait pas de catégorisation pour ça et ça leur faisait peur de... cet aspect, peut-être, leur faisait un peu peur. Ils ne savaient pas comment le traiter, quoi. Et ils se sont sûrement dit qu'en me mettant dans le domaine étranger, peut-être ça éviterait qu'on ait un regard condescendant ou dépréciateur par rapport au fait que c'était provincial. Voilà. Parce qu'en France, on est très dans cette vision jacobine, le centre et les provinces. Et je crois que c'est ça qui a fait... Mais pour moi, c'est des non-événements. Je m'en fous dans quel domaine on m'a rangé. Je sais que le travail autour du livre était très bon. Voilà, je sais que tout ce qui a accompagné le livre était très bon à l'époque. Après, vu que ça a fait des pseudo-polémiques ou des pseudo-commentaires, le fait que c'était classé dans le domaine étranger, moi je pense que quelque part ça sert à rien, ça dessert, voilà, c'est tout. Et je pense pas que c'était judicieux forcément. Mais j'en ai pas d'avis ou de rancœur, ni de revendication. J'ai jamais dit que la langue corse elle était étrangère à la France ou voilà, ou à l'édition française. C'est stupide de penser des choses comme ça. On est une diversité parmi d'autres, voilà, on est nous-mêmes. On est nous-mêmes. Si on avait pu inventer la catégorie eux-mêmes, voilà, ça aurait été bien, je crois que ça suffisait. Eux-mêmes, mais étrangers quand même. Eux-mêmes, étrangers, mais pas forcément. Je ne crois pas qu'il faille caricaturer comme ça le regard des gens. Il y en a qui nous considèrent avec racisme, il y en a qui nous considèrent avec mépris, avec rejet, puis il y en a d'autres qui nous apprécient, qui savent tout à fait s'accorder avec ce qu'on est. Moi, j'ai pas de classification, de généralisation comme ça. J'en veux pas. Je veux pas. En mars 2026, RCFM annonce un lectorat en Corse divisé par 2 en 15 ans et des locuteurs en entrée de 6e proches de 0. Vous avez dit vous-même qu'il ne fallait pas se contenter d'une langue alibi. Est-ce que cette déclaration est d'autant plus d'actualité ? Oui, après, encore une fois, moi, je suis pas un militant. Je suis quelqu'un, comme j'écris des bouquins, que j'ai un peu une petite reconnaissance à travers ça en Corse. Il arrive qu'on me demande de m'exprimer, il arrive qu'on me demande des avis, en tant qu'éditeur aussi, que professionnel de l'édition aussi. J'ai pas des polémiques, j'ai pas des analyses complètement réfléchies à chaque fois. Ce que je pense, c'est que... Et c'est ma voix personnelle, celle d'un citoyen, celle d'un homme qui se pense libre, je dirais, d'une certaine manière. Qui a une certaine visibilité quand même. Oui, ben, je dis les choses en toute liberté, voilà, mais sans imaginer que ce que je vais dire va avoir une portée sur la société, etc. Donc, mon avis, très souvent, je le relativise moi-même. Ce que je pense quand même, pour répondre à la question, c'est que dans ce domaine-là, on agite beaucoup de symboles et beaucoup de mythes. On s'enflamme très rapidement dès qu'il s'agit de parler de langue, de locuteurs, de bons Corses, de mauvais Corses, d'identité, etc. On vit beaucoup trop avec ces notions-là. Et moi, ce que je pense, c'est qu'au-delà des symboles, il faut tenir compte des réalités. Voilà. Il faut faire en fonction de ces réalités, essayer, si ça nous tient à cœur, de faire avancer les choses. Et il y a des tas d'acteurs qui font ça, il faut dire les choses comme elles sont. Mais ça ne suffit pas à l'heure actuelle à transformer cette société et à faire que le corse revienne comme dans l'espace commun, comme une langue tout à fait normale d'expression quotidienne, de commerce, de vie sociale, voilà, ou de vie intellectuelle, ou de vie artistique. Encore que les artistes, je trouve qu'ils font beaucoup entendre leur voix. Heureusement, des fois qu'ils sont là, parce que... Après, politiquement, je pense qu'on est bidon, hein, je le dis franchement. Je pense que nos hommes politiques se servent trop de la langue comme d'un argument électoral, politicien.
et qui ne sont pas à son service réellement. Et très souvent, on l'agite de manière emblématique quand il y a des polémiques. Et moi, je trouve que, bon, bien sûr qu'il faut la défendre, je ne dis pas le contraire, je serai le premier à le faire sans forcément en faire des caisses, mais il faudrait la désacraliser dans la manière de la porter. Il faudrait être capable de dire que le logement, c'est plus important que la langue à l'heure actuelle. Voilà, des choses comme ça. Il faudrait être capable de dire que la pauvreté, c'est un sujet plus grave que la langue à l'heure actuelle. Et quand on balance comme ça des campagnes autour de la langue, quelque part on la dessert et en même temps, elle sert elle-même d'alibi et de cache-sexe à un ensemble de mots sociétaux dont on se préoccupe pas, en fait. Et c'est ce mal-être, moi, qui me préoccupe comme citoyen. Voilà. Et c'est là où je suis peut-être pas dans les clous de ce qu'on attend de quelqu'un qui a été enseignant de corse, écrivain de langue corse, locuteur moi-même de corse. Je sais parler le corse, hein, moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est que je sais situer les choses à une place où peut-être ça peut être plus efficace, justement, et attirer plus la curiosité et l'intérêt des gens si on dépassionne et qu'on est capable de partager ça avec les autres du mieux qu'on peut. Voilà. Justement, qu'est-ce que vous pensez accomplir quand vous écrivez en Corse et quand vous publiez en Corse aussi ? Mais un acte de création, un acte artistique. Je ne veux pas qu'on m'affuble d'un drapeau et d'une démarche de résistance. Je résiste à rien, si ce n'est à l'avilissement, à l'auto-avilissement de cette langue. Voilà. Si on devait dire les choses comme ça. Moi, je m'oppose à rien. J'oppose la langue à rien. Je n'ai pas le sentiment de faire un acte politique ou de faire un acte d'un engagement qui mérite des médailles. Je veux vraiment pas, quoi. C'est que c'est un acte de plaisir, c'est un acte naturel, beaucoup. Parce que c'est fou quand même qu'il faille toujours justifier d'un acte naturel. Quand on fait les choses naturellement, on les fait, on ne se pose pas de questions. On ne se dit pas c'est pour résister à l'acculturation, c'est pour militer pour qu'on gagne des espaces. Moi, j'ai pas ces notions-là. Mais même quand j'étais enseignant, je voulais surtout pas être méprisé, être rabaissé. Je voulais pas qu'on considère que cette langue qui pour moi est importante, mais elle est importante comme des tas de choses sont importantes, on puisse lui renvoyer du mépris. On puisse la déconsidérer en permanence, que le prof de corse soit déconsidéré dans son statut, ne serait-ce que parce qu'il est prof de corse. Voilà. Ça, je trouve ça profondément injuste. C'est une atteinte à la dignité des gens, c'est une atteinte à la culture. Mais au-delà de ça, c'est pas pour ça que j'écris. J'écris parce que je sais le faire, tout simplement. Et que ça me plaît. Et si ça ne me plaisait pas, d'ailleurs, j'écris avec autant de plaisir, mais on en parle moins en langue française. Et j'ai exactement le même acte naturel quand j'écris en français. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup plus écrit en corse qu'en français. Pas par militantisme, mais parce que c'était ma construction personnelle. J'avais besoin de le faire. J'avais besoin que ça passe par là. Et puis, à force de le faire, je commence à me dire que j'étais peut-être bon en corse et un peu moins bon en français, tout simplement. Bon, et après, chemin faisant, je me suis rendu compte que j'étais peut-être ou aussi bon ou aussi nul dans les deux langues. Hein, voilà, donc, c'est équivalent. Il n'y en a pas une qui a pris le dessus sur l'autre au final, quoi. Vous avez dit qu'il ne faut pas se contenter d'une langue alibi, on vient de le dire, de symboles. En 2040, si le corse n'est plus parlé et qu'il reste 500 locuteurs et 500 lecteurs pour la littérature en corse, on aura accompli quelque chose ou ça aura été naturel ? Ça aurait été naturel. Je pense que moi, je ne suis pas dans cet affect-là. J'aime ma langue incontestablement. Elle me parle incontestablement. Elle me rappelle un univers incontestablement. Mais je suis assez froid et assez lucide par rapport à tout ça. Voilà. J'ai de l'affect, mais il n'est pas débordant. Je me dis que les Corses feront ce qu'ils doivent faire et cette île, elle aura la destinée qu'elle doit avoir.
tout simplement. Et si réellement, dans 40, 50 ans, ce que je ne crois pas d'ailleurs, hein, il n'y ait plus de locuteurs de Corse, eh ben c'est qu'on aura connu le destin de beaucoup de langues et beaucoup de cultures. Et ça, on ne sera pas plus chagriné que ça, parce que si ça disparaît, ça disparaît. On n'a plus de pathos. Je crois que réellement, ce qui nous perturbe à tous les niveaux, c'est le pathos identitaire qu'on se charrie depuis 50, 60 ans. Alors, qui n'est pas venu de rien, hein, attention. Hein. Il y a une histoire qui l'explique. Il y a même des injustices parfois qui ont expliqué beaucoup de phénomènes de déculturation ou d'acculturation, si on veut. Mais au-delà de ça, au-delà de ces analyses, je dirais, il y a ce que les gens font de leur réalité quotidienne. Et si les gens qui prétendent tellement aimer cette langue, finalement refusent de la parler parce que chacun a son pathos, sa névrose identitaire liée à ça, ça disparaîtra et les névroses disparaîtront avec. Voilà, c'est aussi con que ça, c'est aussi basique que ça. C'est pas ce que je souhaite, mais c'est ce qui peut arriver. Ça peut très bien arriver. Et si ça arrive, ce ne sera pas grave en soi, parce qu'on sera passé à autre chose. Ça veut dire on aura choisi un autre chemin, tout simplement. On n'aura pas choisi celui-là. Mais on peut encore choisir celui-là. Vous écrivez en corse et en français. Est-ce que la langue détermine le style ? Ah, elle peut, hein. Oui, quand même. Hein. La langue peut déterminer un style, mais je pense aussi qu'un style peut déterminer la langue. Quand on est écrivain, c'est important de le penser, ça. On m'a beaucoup attaqué et critiqué sur mon style en corse. En français, pas tant que ça. Il y a que 2-3 personnes qui m'ont dit que je ne savais pas écrire en français, mais sinon, pas trop. L'écriture blanche en corse, c'est pas apprécié ? Non, mais je crois réellement que c'est même pas l'écriture blanche, c'est qu'on pensait que j'avais un style qui salopait la langue, voilà, qui pouvait être trop vulgaire, qui pouvait être trop grossier, qui pouvait être empreint d'emprunt, justement, qui était matiné d'emprunt, et ça dérangeait. C'était pas une langue pure, j'écrivais pas une langue pure, et j'écris toujours pas une langue pure, et je pourrais jamais écrire une langue pure. C'est pas simplement, déjà la démarche en elle-même me déplaît beaucoup. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui vivent avec des fantasmes de pureté, et ensuite c'est pas du tout ma culture. Moi, ma culture, elle est comme ça. Quand je parle corse, j'ai le français au milieu. Quand je parle français, j'ai le corse au milieu. Et je ne sais pas me départir de ça. Après, attention, si je vais écrire un texte qui se passe au 19e siècle en Corse, etc., et ça, les observateurs ne l'ont pas trop fait, l'exercice. Mon style change. Inévitablement, on s'adapte aussi au récit, on s'adapte au contexte, on s'adapte à l'expression d'un personnage. Et ça, les pseudo-critiques s'en rendent pas forcément compte, quoi. Voilà. Donc, on va revenir sur le style. Il vient d'où ? Vous l'avez dit, hein, c'est très populaire. Pas vos influences, hein, ce que vous refusez d'écrire. Un style plus doux, ce ne serait pas précisément l'image que la Corse vend d'elle-même au continent ? Oui, c'est-à-dire, je comprends la question. C'est-à-dire que est-ce qu'on n'a pas voulu, tout en jouant les rebelles, correspondre à une certaine caricature de nous-mêmes, et notamment une carte postale touristique inversée, des clichés inversés ou des clichés dont ce serait... Rester au trope génois, au fait, remixé par Colombe. Oui, mais ça, je pense que oui. Et puis une culture, malheureusement, elle n'échappe pas à ces choses-là. Elle n'échappe pas non plus à son évolution à travers le regard des autres ou la domination des autres. Ça fait partie des évolutions. Mais moi, encore une fois, je n'avais pas tout ça en tête quand j'écrivais. Les petites dimensions un peu provocantes qui pouvaient exister, c'est du private joke, c'est de l'échelle du private joke. C'est je destine cette petite provoque à tel endroit. C'est pas à la Corse dans sa globalité. J'avais pas cette mission de me dire au-delà de la caricature, il faut écrire plus vers le réel. C'est juste que c'est ma nature. Voilà, c'est ce qui m'inspire à moi.
s'inscrit quand même dans le réel. Voilà, j'ai besoin. Mais quand je regarde un film, je suis sensible aussi à ce genre de choses. Alors, attention, au naturalisme. C'est-à-dire, si je vois un western, l'aspect épopée, il peut me parler, il peut me séduire. Mais ça va me séduire d'autant plus si je me dis on est moins dans le mythe et plus dans la réalité. Voilà. On est dans une dimension presque anthropologique de la chose, voilà, du sujet. Pas dans le roman national, justement, pas dans le lyrisme. Mais on a le droit, bien sûr, de s'emparer des sujets historiques, de tous les sujets, on peut s'emparer. Et de les traiter en y mettant une humanité concrète. Voilà. Et moi, c'est ça qui me plaît. C'est que mes personnages aient une humanité plausible. Le grand défaut de la littérature corse des années 70, 80, où il y avait des choses de qualité aussi, mais le grand défaut, c'était qu'elle était éminemment collective. Et le personnage central de toutes les œuvres, c'était les Corses ou la Corse. C'était pas tel individu. Et c'est pas ça la littérature. Si on revient aux années 30, si on revient à Pêche-en-Huile, on a un personnage. Dans le livre qui fonde la première littérature en langue corse, on a deux personnages. Une ville, Bastia, et un gamin des rues, qui devient immortel. Le personnage est immortel. C'est un des plus grands personnages de la littérature corse dès l'avènement de cette littérature. Et parce que c'est un acte littéraire, justement. C'est un acte éminemment littéraire, mais pas un acte revendicatif, collectif. Et la littérature, c'est individuel. Avant que le peuple ne s'en empare, il y a un artiste. C'est comme ça, il y a un écrivain. La violence dans vos textes, c'est la violence d'une société sans mots pour ce qu'elle vit. Les résistances corses, les revendications, chez vous, c'est sans nom, sans horizon. Lacune ou choix? Alors je sais, j'ai remarqué que vous n'aimez pas trop les questions à deux choix, mais je la pose quand même. Ouais, je vois. Non, moi, la violence, c'est un des thèmes centraux et j'en ai conscience parce que c'est un des thèmes qui m'a le plus interrogé dans ma vie et comme écrivain. Dans ma confrontation à la société, en Corse et ailleurs, mais en Corse, bien sûr, puisque c'est là que j'ai grandi, ces mots-là m'ont toujours traumatisé, interpellé et questionné. Voilà, d'abord, la première chose, c'est que ça m'a fait du mal, ça m'a interpellé. Et ensuite, j'ai réfléchi dessus. Et j'ai réfléchi comment? En écrivant des livres, voilà, tout simplement. Ma réponse à ces mots, à ces grands questionnements, ça a été d'en faire des bouquins et d'essayer de traiter ça par la littérature. Et encore un écrivain qui ne voulait pas aller en thérapie, qui a préféré écrire. Non, parce que je pense que c'est un mécanisme différent, la thérapie et l'écriture. Alors oui, on me dit souvent ces choses-là, mais moi, je ne traite pas mes névroses par l'écriture. Je traite de sujets qui sont dans mes névroses, qui ont pu être dans mes névroses. C'est différent. Et très souvent, c'est lucide. C'est-à-dire que, alors s'il s'agissait d'une thérapie, on pourrait dire c'est l'après-thérapie. C'est pas pendant que ça se passe. Je n'écris pas pour exorciser des démons. J'écris parce que je sais qu'il y a des démons. C'est pas pareil. Le narrateur méprise les touristes, les politiques, les nationalistes, les Corses compromis. À un moment, vous avez peur de produire un livre de mauvaise humeur? Je m'en fous complètement. Alors très honnêtement, ce qu'on pense de ça, ça ne m'atteint même pas et je m'en fous. Voilà. Je n'ai pas l'idée de séduire. Aucun de mes livres n'est fait pour séduire. Par contre, je respecte la littérature. Je respecte le texte, je respecte la langue. Donc, la première chose, le premier critère pour moi, quand j'écris un texte, et je fais beaucoup d'ateliers littéraires et je dis ces choses-là aussi, c'est le respect de la qualité de mon texte et du lecteur, quel qu'il soit, qui sera confronté à ça. On n'a pas le droit de prendre ces choses-là par-dessus la jambe, on n'a pas le droit de laisser passer des lourdeurs, des bêtises stylistiques, des scories, etc. Et on en laisse passer. Mais
malgré tout, on se doit de respecter son propre travail. Voilà. Et le premier critère, c'est celui-là. Mais après, que je sois de bonne humeur, de mauvaise humeur, que ma pensée soit bonne, qu'elle soit mauvaise, que le lecteur soit séduit par le génie qui est le mien, mais alors ça me passe... vraiment, je m'en fous. Sans bouillir. Oui, non, mais réellement. Un livre sans horizon politique qui décrit un monde colonisé, ça peut renforcer la dépolitisation au lieu de la combattre. Le lecteur referme, se dit que rien n'est possible, aucun collectif, aucun avenir. Ça le regarde. Moi, je pense que les livres à thèse sont souvent de très mauvais livres. Par contre, les livres écrits avec les tripes, parfois, ils disent quelque chose. Voilà. Et si je veux écrire pour faire une démonstration, je pense que j'ai 9 chances sur 10 de passer à côté de ma démonstration. Par contre, si on se laisse porter et qu'on s'immerge dans la problématique et qu'on y va sincèrement et sans vouloir en démontrer, mais au contraire en créant, hein, c'est ça la magie de la création, c'est transcender la réalité pour... peut-être en saisir mieux les nuances encore. Souvent, la littérature explique mieux la réalité que de nombreuses thèses, de nombreux articles de journalistes. Voilà. Parce que la magie du créateur, c'est de voir au plus juste. Et après, quel que soit le thème. Là, vous me parlez du colonialisme, mais ça pourrait être n'importe quel sujet. Et d'ailleurs, moi, je ne pense pas que ce soit un thème central chez moi. Quand j'aborde un peu ces thèmes-là, et je le fais, mais c'est marginal, c'est pas le cœur de ce que j'écris, vraiment, vraiment. Qu'est-ce que vous pensez de Barcelone ? Pourquoi ? Le club ou la ville ? Ah non, pas le club. On va pas partir là, on n'a pas assez d'une heure. On peut parler de foot, hein. Moi j'aime le foot, mais... vous êtes très mal tombé, je suis pas un grand fan de Barcelone. Oui, il y a 15 ans. La ville, j'ai été souvent à Barcelone quand j'étais plus jeune. J'y allais avec des amis à moi, j'y allais assez fréquemment, j'y étais quelques fois. Et j'aimais bien, mais j'avoue que j'ai un souci, j'ai toujours eu un souci là-bas. C'est que j'ai eu... je dis que je ne fais pas des généralités, je ne vais pas en faire sur les Catalans, hein, quand même. Mais quand même, il y a une espèce d'arrogance identitaire, des fois, qui me fatigue un peu. Et j'aime pas quand je retrouve la même chose en Corse ou que j'ai l'impression qu'on l'a aussi en Corse. On n'est pas meilleur parce qu'on a une culture ou une identité. Voilà. Alors, je dis pas que, évidemment, tous les gens là-bas sont comme ça. Mais il m'est arrivé d'avoir le sentiment que, moi, je suis un touriste, je suis pas catalan, et donc je devrais tout maîtriser de la catalanéité, je devrais être dans une espèce d'admiration béate. Non, j'en ai rien à foutre. Et en même temps, je ne caractérise pas les gens à travers leur identité. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est la première chose que je regarde chez une personne. Même si je peux respecter, évidemment, la culture, je la respecte. Toute culture mérite le respect. Mais c'est ce qu'on en fait. Voilà, c'est ces espèces de drapeaux, de flambeaux, de choses un peu surjouées, exagérées. Voilà, si vous me posez la question, je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question, mais si vous me posez la question par rapport à Barcelone où j'ai été, j'ai adoré cette ville, j'ai adoré beaucoup d'aspects de la vie catalane ou espagnole, hein, parce que malgré tout, moi, j'avais le sentiment d'être en Espagne aussi. Et ouais, c'est ce qui leur déplaît, justement. Mais c'est comme nous, c'est comme quand on dit des Corses, oui, mais vous êtes français. Moi, je dis, moi, je suis français, je n'ai pas d'état d'âme avec ça. J'ai aucun état d'âme. Maintenant, si on me dit est-ce que c'est une revendication politique, c'est autre chose. Mais c'est ma culture. Autant que ma culture corse, j'ai une culture française et ça ne me pose aucun problème. Voilà. Le virilisme dans vos textes, la brutalité entre hommes, les femmes qui existent peu, c'est une description ou un diagnostic ? C'est une mauvaise lecture, surtout. Très bien. Expliquez-moi pourquoi. Parce que je pense que si on regarde l'ensemble de mes livres, ça n'est pas vrai du tout. Il y a beaucoup de personnages féminins qui prennent le dessus sur les personnages masculins. C'est juste que certains livres ont été écrits comme ça. Et parce qu'ils parlaient d'un univers masculin. Si on prend Murtorio, c'est essentiellement l'histoire une histoire qui galvanise l'amitié entre hommes. Voilà. C'est un livre sur l'amitié. Ça on m'en a très peu parlé de ça.
Et pourtant, c'est, je crois, la valeur première du livre. Mais il y a des femmes aussi, elles ont pas un mauvais rôle, hein, forcément. Je pense à la cousine du narrateur. Moi, je trouve que c'est plutôt un beau personnage. Il n'est pas central, c'est un personnage secondaire. Mais après, dans Orphelin de Dieu, le personnage central, on peut dire que c'est une femme, c'est Vénérande. Dans Massacre des Innocents, le personnage central, c'est une femme. Et dans tous les bouquins que j'ai écrits et qui arrivent là bientôt, les plus beaux personnages sont les personnages féminins. Hein. Justement, on va finir l'axe du Biancarelli auteur. Est-ce que vous avez des sorties littéraires qui arrivent ? Oui, absolument. J'ai 2 livres. Alors, j'ai réédité il n'y a pas longtemps un recueil de nouvelles, Prix Dioneri, toutes ces nouvelles anciennes que je voulais rehausser un peu stylistiquement, et puis on ne les trouvait plus. Donc, je voulais les rééditer. Comme je suis devenu éditeur, j'en ai profité pour faire ce travail-là, dont je suis très content. Et puis j'ai 2 livres qui sortent chaque dessus, justement. Il y a un roman qui s'appelle Roman National, ça se passe au XVIe siècle. Et il y a un recueil de contes, mais ce sont des contes à ma façon. Hein. C'est un recueil, à mon sens, un recueil de nouvelles, plus que de contes. Ça s'appelle Contes cruels et merveilleux. Voilà, c'est les 2 sorties. Les 2 livres sortent le même jour, le 6 mai. Vous écrivez La disparition, puis vous fondez Omara pour publier dans ce monde qui disparaît. Ah. C'est contradictoire ou c'est la même chose autrement ? C'est la même chose autrement. C'est la même chose autrement, mais c'est toujours pareil, sans démarche ostentatoire. Moi, je crois à la valeur, ça va faire de moi un capitaliste en disant ça, ou peut-être même pas, mais je crois un peu au boulot, quoi. Je crois à la valeur du travail. Je crois que le travail démontre quelque chose. Il faut travailler. Il ne s'agit pas de fantasmer un projet. Il faut le concrétiser. Et ça demande une grande implication. Et cette implication, c'est du travail. Et donc, si on veut défendre la langue, si on veut défendre la littérature, si on veut avoir des maisons d'édition de qualité, indépendantes, à notre échelle, ne pas toujours dépendre de ce que les autres pourraient nous apporter, je pense qu'il faut être capable soi-même de se mettre au boulot. Voilà. Mais si vous êtes capitaliste, vous en êtes un très mauvais alors. Hein. Vous avez dit que vous ne touchiez pas un radis. C'est du militantisme, de la folie ou les deux, et dans quel ordre ? C'est un peu tout ça, mais c'est aussi que je suis capable d'accepter ces réalités-là. Voilà. À partir du moment où j'ai quitté l'éducation nationale et où j'ai dit, moi, de toute façon, je ferai que ce que je veux, que ce qui me plaît dans la vie, c'est-à-dire vivre de mes livres ou créer de l'édition, je suis prêt à prendre des risques, tout simplement. Je suis prêt à accepter ce qui va avec. Mais c'est pas très grave, parce qu'on n'a rien à démontrer avec ça. Chacun fait ce qu'il veut, et moi, je suis comme les autres, je fais ce que je veux. Et ensuite, s'il s'agit d'aller à la bataille et de travailler, c'est ce que j'ai fait toute ma vie depuis que je suis né, donc j'ai pas de souci avec ça. Voilà. Comment le monde de l'édition et de la littérature se porte en Corse, et a fortiori depuis le Goncourt de Jérôme Ferrare? Et bon, ça commence à dater un petit peu, mais on pensait que ça allait être un déclic, un boom dans le monde de la littérature, et au final, on est quelques années après, qu'est-ce qui se passe? Non, mais parce que c'était une mauvaise lecture, une mauvaise appréciation que les gens ont eue, à mon avis, ou que certains ont pu avoir à ce moment-là. Le Goncourt de Jérôme, il est mérité, mais il concerne Jérôme. C'est pas un Goncourt collectif. Personne n'a œuvré pour que Jérôme ait son Goncourt. Il n'y a que lui qui le mérite. C'est pas la Corse qui mérite un Goncourt. Et croire que ça ait débloqué, moi je suis pas convaincu. D'abord parce qu'il n'y a aucune raison qu'un prix littéraire, quel qu'il soit, change une situation. En tout cas économique ou collective, etc. J'y crois pas. Ou des réalités. Les réalités, c'est que l'édition corse, je pense, à l'époque, j'en faisais pas, j'étais que auteur. Mais je pense que au début des années 2000, l'édition corse a été plus portée par une espèce de démarche militante qui existait. Les gens achetaient les livres corses. Ils avaient une curiosité pour tout ce qui se faisait ici, plus en tout cas que ce qui se fait aujourd'hui. Et puis de manière générale, les gens lisaient plus. Et donc, inévitablement, elle se portait un poil mieux, l'édition corse, il y a 20 ou 25 ans en arrière.
Ça n'a rien à voir avec des Goncourt ou pas des Goncourt. C'est que les gens étaient plus attirés par le livre et plus curieux de ce que la Corse pouvait produire en termes de création. Et aujourd'hui, on est dans une toute autre société où il y a un désintérêt assez global pour le livre, de manière pas que corse. On est dans une société du virtuel, des réseaux sociaux, tout ça, de médias audiovisuels. C'est assez merdique, pour dire les choses comme elles sont en termes de très souvent de qualité culturelle, de temps donné à se cultiver, ce genre de choses. Et puis, derrière ça, même la Corse a une espèce de complexe qu'elle a cultivé sans s'en rendre compte, que tout ce qu'elle produisait chez elle, de fait, est inférieur. Voilà. Et on a ce sentiment, ah oui, ça, moi, j'en suis convaincu, et notamment par rapport au livre. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'inconscient qui nous fait dire que... Et d'ailleurs, la question a été assez significative. Elle était assez significative. C'est que, finalement, c'est bien quand c'est reconnu par l'extérieur. Mais avant, c'était pas bien. C'est la question que je pose. Si on parle du Goncourt de Jérôme, Jérôme est-il devenu un bon écrivain le jour où il a eu un Goncourt ou l'était-il déjà avant? C'est ça la question. Mais avant, c'était quelqu'un qui vivait en Corse, qui écrivait, il avait déjà le même talent. Et on n'a pas cette conscience. On n'a pas conscience de dire, mais chez nous, on a des perles, chez nous, on a des grands talents. Chez nous, ce qu'on fait, c'est très bon. Et en matière littéraire, ce qu'on fait, c'est souvent meilleur que beaucoup de choses qui se passent ailleurs. Mais on n'en a pas conscience, parce qu'on a ce complexe d'infériorité. C'est fait ici, donc, c'est fait en langue corse. Alors, si c'est en langue corse, n'en parlons même pas. Donc, ça vaut rien, en fait. Mais tu écris des livres. Voilà. Et puis là, on a une mentalité aussi un peu particulière chez nous, c'est qu'on a une sorte de mépris de la culture et du savoir. Voilà. C'est pour ça que vous avez fondé Omara, pour disrupter le circuit de reconnaissance? Non, je l'ai fait parce que mon expérience me disait que c'était nécessaire et que c'était bien de faire ça. C'était bien d'offrir aux créateurs qu'il y a chez nous une petite maison d'édition qui soit complètement vouée à la création littéraire. C'est sa ligne éditoriale principale, même si peut-être on fera d'autres choses un jour. Mais essentiellement, c'est là le projet fou, c'est celui-là. C'est de dire, on va axer ce qu'on fait sur la littérature. Parce que moi, je sais qu'il y a des talents. Et je les connais. Sur 30 ans, ou 35 ans, ou 40 ans, je ne sais pas depuis quand j'écris, en Corse, j'en ai vu des gens qui avaient du talent. Et ils ne sont pas 2 ou 3, il y en a des dizaines. Et il était juste de créer l'organisme qui se mette à la portée de ce talent et cherche à le valoriser. Et à le porter vraiment comme s'il s'agissait d'une littérature digne comme n'importe quelle littérature. Et c'est ce qu'on a voulu faire à Oma, c'est ce qui était finalement un projet de vie pour moi. Donc c'est naturel, encore une fois, je l'ai fait de manière assez naturelle. Les ateliers Literadour, Omara, vous fabriquez des lecteurs ou des auteurs? Et lequel manque le plus à la Corse? Non, on fabrique... Alors quand on fabrique un auteur, on fabrique un lecteur. Parce qu'un auteur, c'est un lecteur. Quelqu'un qui ne lit pas, quelqu'un qui ne se confronte pas au livre, il pourra peut-être faire un one-shot, mais il ne fera pas une carrière d'écrivain, ça m'étonnerait. Il faut être nourri de littérature, mais de toutes les littératures. Il n'y en a pas une qui donne les clés. Chacun a ses propres clés, je dirais. Mais il faut lire pour écrire. Ou il faut avoir lu. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à lire parce que, justement, c'est mon métier. C'est bien un peu paradoxe. Mais au moins, j'ai lu dans le passé. J'ai lu quelques bouquins dans le passé. Et dans les ateliers, on donne des directives, on donne des pistes comme ça de connaissances. Lisez ces auteurs-là parce que ça va vous apporter quelque chose. Donc, on essaye de bonifier le travail des gens qui viennent dans ces ateliers. Certains deviennent des écrivains, c'est clair. Parce que aussi, ça attire des gens qui ont cette espèce de talent-là. Voilà. Omara, c'est l'offre, mais aujourd'hui, le problème, c'est la demande. Comment elle fait pour la stimuler?
C'est très compliqué, c'est une bataille de tous les jours. Je ne vais pas faire ici le marchand de tapis que je ne sais pas faire. Encore une fois, très mauvais capitaliste. Oui, non, mais je suis une bille en capitalisme, je le sais depuis longtemps. Mais bon, après, on est dans une économie libérale, on est obligé aussi d'en tenir compte. Hein. J'ai des comptables à la fin du mois, j'ai des trucs comme ça. Bon, il faut répondre à tout le monde. C'est pas très intéressant. Moi, ce que je pense, c'est que en se battant, encore une fois, en travaillant, encore une fois, on marque des points, on avance, et on fait un pas après l'autre, on grandit, on se développe, on fait des erreurs aussi. Mais on apprend de nos erreurs, on essaye d'apprendre de nos erreurs, voilà. Et finalement, ça fait 6 ans que cette maison d'édition, elle existe, elle a un très beau catalogue, elle a son identité, elle a sa petite reconnaissance, sans que ce soit ça qui nous fasse forcément vibrer, mais on a tous besoin qu'on nous dise que ce qu'on fait, ça a du sens, quoi. Et on continue, c'est très difficile, il ne faut pas dire que c'est facile, on ne fait jamais les fanfarons. Une maison d'édition comme la nôtre, elle est fragile, elle peut mourir en peu de temps. Un coup dur et on meurt, voilà, tout simplement. Mais on a aussi des perspectives, des possibilités, parce qu'on a créé un écosystème, là aussi c'est très capitaliste. On a créé un écosystème d'associations et d'ateliers avec la maison d'édition. Et donc finalement, on a des équipes, on a des gens qui nous soutiennent beaucoup. On va parler un petit peu de chiffres très rapidement, hein, parce que ce n'est pas évidemment le plus intéressant ici. Mais pour Rome, un titre qui marche bien, c'est quoi? C'est 800 livres à peu près? Mon Dieu, si on arrive à en vendre 800, on ouvre toutes les bouteilles de champagne de l'île. Non, c'est la moitié. Un livre en Corse qui a aujourd'hui, hein, il y a 20 ans, 800, c'était atteignable. Aujourd'hui, quand on fait 400 bouquins, on a fait un best-seller, hein, vraiment. Et d'ailleurs, on le fait des fois, et ça dépend, parce que maintenant, on réduit même un peu nos tirages, parce qu'on prend un peu moins de risques. On est obligé de se réadapter aux réalités. Hein. Donc, ouais, moi je dis 400. Après, il y a des rééditions aussi. Hein. Quand ça marche bien, on fait des rééditions. Eh bien sûr, capitalisme, toujours. Toujours. Une virgule en plus, 20 euros en plus. Ça compte. Hein. C'est quoi le modèle économique de la maison d'édition ? Ça, c'est une question vraiment de grandes écoles d'économie. Je ne saurais pas. Le modèle économique, c'est quoi? C'est une SARL. Non, mais vous fonctionnez en fonds propres, sur vos ventes, vous touchez des subventions ? Non, il y a tout. Il y a tout. C'est des discussions, je ne sais pas si ça intéresse vraiment le grand public. Ouais, non, mais je demande... D'autant que c'est des ficelles un peu, comment dire, qui sont les nôtres. Et il n'y a pas une méthode. La méthode qui est la mienne, et c'est là où j'ai du mal à me faire comprendre très souvent des comptables, des machins, des trucs, des gens qui sont avec des logiques capitalistes, c'est que nous, on est une économie culturelle. On a un projet culturel. Avant d'être une économie, on a un projet culturel. C'est-à-dire qu'on est prêt à prendre le risque d'en mourir économiquement. On aura fait quand même. On aura réalisé quand même quelque chose, même si on doit en mourir. Et ça, il y a peu de gens qui sont capables d'avoir ça en tête. Mais évidemment, on a intégré l'idée, depuis le début, que des sous, il faut aller en chercher par tous les moyens. Pas par la vente des livres, parce que c'est justement, même si on est bon dans ce domaine-là, on arrive à se débrouiller, ça suffit jamais. Ça suffirait pas à avoir une maison d'édition. En plus, avec cette ligne éditoriale-là, ce serait impossible. Eh ben, il faut aller chercher des sous, il faut l'inventer. Il faut l'inventer. Il faut entrer dans le système libéral. Là, on est obligé. Et ça peut être de l'actionnariat, ça peut être du sponsoring, ça peut être du crowdfunding, ça peut être de l'apport en fonds propres, ça peut être un milliard de choses en fait. Ça peut être de l'audiovisuel, des droits. Il faut inventer toutes ces lignes budgétaires qui, au fond, n'existent pas. Voilà, naturellement, elles n'existent pas. Comment elle se défend, la ligne éditoriale de la maison, justement ? Eh bien, moi, je pense qu'on est une petite maison, mais on est solide sur nos petites valeurs culturelles, quoi. Voilà. Je trouve on se dévoie pas, en plus, on arrive à mettre du fun. Des fois, c'est dur, hein. Des fois, même entre nous, on peut se friter. Hein. Ça va arriver.
Mais si on se frite, c'est bien. Ça veut dire qu'on est on avance, on travaille, on est dans les bonnes dynamiques. On se frite amicalement, on est dans... Voilà. Dans l'émulation, mais oui, toujours avec... Moi, je ne suis pas né patron. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui est né patron. Et je ne peux pas dire, je suis ton patron, tu es mon employé, tu n'as pas ton mot à dire et tu fais que ce que je dis. Je ne sais pas faire ça. Mais par contre, on va se parler. On va toujours se parler et on va toujours même dire ce qui ne va pas. Et je leur dis autour de moi, je leur dis, quand moi je fais une connerie, il faut me dire que j'ai fait une connerie. Il ne faut pas attendre qu'on ait fait la connerie. Et ça arrive, hein, des fois, on fait des conneries aussi. Et on a tous droit à la connerie. Le truc qu'on n'a pas le droit de faire, c'est pas apporter sa contribution. C'est trahir. Voilà, on n'a pas le droit de trahir, jamais. Trahir, dans la vie, on n'a pas le droit. Mais se planter, on a le droit, bien évidemment. Et je trouve qu'on est fidèle à notre démarche depuis le début, parce que quand on observe, l'équipe, c'est à peu près la même, elle s'est fortifiée, elle a réussi à se pérenniser. Et chacun... Alors, il y en a qui vont et qui viennent aussi. Il y en a, pendant 1 an, 2 ans, on ne les voit pas, mais après, ils reviennent et ils reviennent donner le coup de main parce qu'ils y sont attachés effectivement à cette boîte. Et donc, c'est important. Moi, je trouve que c'est le bon esprit. Sachant que c'est très dur aussi, mais que pour moi, et c'est ce que je leur dis toujours, jamais on doit en perdre le sommeil. Voilà, jamais. On doit être dans le fun malgré tout. On doit essayer, quoi. Elles dépendent... comment poser la question ? J'imagine que oui, il y a énormément d'engagement de la part des acteurs de Omara. Mais est-ce que la structure dépend de quelque chose ? Est-ce qu'elle dépend des banques ? Est-ce qu'elle dépend de l'aide publique ? Les deux, de tout. Tout a été touché et mis en œuvre, évidemment. Et on ne va pas rentrer dans le détail, mais oui, effectivement, les banques, l'aide publique, beaucoup d'aide publique parce qu'on en a besoin. La CDC nous soutient. C'est essentiellement la CDC jusqu'à présent qui nous a soutenus. Mais on peut avoir des aides de municipalité. Et puis après, il y a l'association, il y a Littérature. Il n'y a pas que Omara. C'est vraiment un ensemble, un écosystème, comme je disais, mais qui est solidaire. Les différents acteurs, ils sont solidaires entre eux et ils portent globalement le même projet. On veut que ce soit la littérature qui vive, qui soit de qualité, qui produise des écrivains, qui produisent des lecteurs. On veut qu'il y ait tout ça, voilà. On veut que ça se développe comme ça, autour de ce projet-là. Si la CDC retire sa subvention en 2027 au nom d'un recentrage, ou si l'un d'entre vous arrête le bénévolat, qu'est-ce qui reste d'Omara ? Rien, on meurt. Je pense qu'on mourra, tout simplement. Mais ça peut arriver, hein. C'est pas indu. Moi, je considère pas que... C'est pour ça que je dis que je crois au travail. La subvention n'est pas due, l'aide n'est pas due, que ce soit des banques, que ce soit des pouvoirs publics, il n'y a rien qui est dû. Ça n'est possible et jouable que parce que nous travaillons et que nous amenons un vrai projet de la qualité. Mais si demain, par exemple, la CDC elle change de sensibilité politique, vous pouvez travailler autant que vous voulez, peut-être que les financements ne seront pas les mêmes. Pourquoi ? Moi, je crois je pas. Demande, hein, je ne fais pas de politique, moi. Moi, je dis pas, c'est grâce à cette idée politique ou ce courant politique que nous en sommes là. On en est là par notre travail. Pas parce qu'il y a des courants politiques en Corse, pas parce qu'il y a des hommes politiques en Corse. Moi, je ne m'inférerai jamais à personne. C'est pas la question. Voilà, jamais, jamais. J'ai dit en préambule, je crois que la première phrase que j'ai dit, c'est que j'étais libre. Parce que vous avez beaucoup travaillé. Ça peut être ma phrase de conclusion aussi. Hein. Libre, je suis libre. Mais je suis reconnaissant aussi quand on nous aide. Je ne suis pas un faux cul, quoi. Voilà. Défiance radicale envers le monde, foi dans la littérature, ça coexiste sans tension chez vous, ou il y a une contradiction que vous n'avez pas résolue et peut-être pas envie de résoudre ? Oh. C'est compliqué comme question, je ne sais pas répondre. Redites-la moi. Bon, je vais vous la poser autrement. Ouais. Transmettre quoi ? À qui ? Si la langue recule, si le lectorat s'effondre, si le monde que vous décrivez a disparu ? Non, pour moi, c'est fondamental d'être sur ce terrain-là parce que bon, c'est pas que la langue, c'est la culture en elle-même. C'est vraiment un engagement culturel. Voilà.
Le mot qu'on pourrait utiliser, c'est pas vous êtes des politiques, mais vous êtes engagés, ça oui. On n'est pas des militants, mais on est engagés pour que la culture vive. Parce que la culture, et la culture, pas la culture corse dans la culture, c'est le rempart. C'est le rempart absolu contre les dérives de cette société, contre l'ultralibéralisme qui réduit les individus à des numéros, à des consommateurs, à des pions, contre la mafia qui rabote le cerveau de nos jeunes et en fait des zombies et des futurs criminels demain. En tout cas, les détourne de toutes les belles voies de la vie qu'on peut imaginer pour eux. C'est par la culture, c'est par l'éducation. Voilà. Si on retient un jour de moi un truc, c'est que j'aurais fait de l'éducation et de la culture dans ma vie. Et c'est ces choses qui m'auront finalement intéressé. Voilà. Au dernier entretien avec Paul Tour, qui justement lui aussi, il n'aimait pas trop le mot de militant, et celui sur lequel on s'est mis d'accord et qui est resté, c'est activiste. Ah ouais, ça peut, hein, ça peut. On est des activistes, ouais. Moi aussi, je pense être un peu un activiste. Ça me va. Après, est-ce qu'il faut toujours une étiquette ? Quand on le fait par passion aussi. Après, voilà, moi, je n'ai rien fait par intérêt dans cette vie. J'ai pas fait de livres. Si j'avais voulu gagner de l'argent, j'aurais été un promoteur immobilier. Et j'aurais pu, hein, je suis porte-véquier, quoi. Franchement, je suis le seul porte-véquier qui n'a pas de patrimoine, qui n'a pas d'ambition financière, qui n'a pas de business plan. Voilà. Non, je n'ai fait les choses que par passion. Parce que c'était naturel pour moi de me concentrer sur l'écriture, la création, la langue, l'enseignement, transmettre ce qu'on m'a donné aussi. Parce que moi, on m'a construit aussi. J'ai reçu des choses et puis j'ai été en chercher d'autres. Voilà. C'est important. Je pense que quand on a une éducation, ça sauve la vie. Hein. J'aurais pu, dans la vie, devenir un voyou, devenir un sale gosse, devenir quelqu'un de pas bien, un criminel. Ça aurait pu. Hein. Les tentations, quand j'étais jeune, ça existait. Hein. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais une éducation. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais une éducation réelle, avec des valeurs familiales, avec des gens qui avaient fait des choses pour que je sois mieux dans la vie, etc. Et donc j'en ai tenu compte. Et puis on m'avait transmis du savoir, on m'avait transmis des belles choses. Et je sais qu'aujourd'hui que je suis moi-même père de famille, je sais que ça compte, quoi. Je sais que ça fait des belles personnes, des meilleures personnes, voilà. Moins perdues peut-être. Est-ce qu'il y a un scénario où vous n'écrivez plus, où vous n'éditez plus, où au final vous n'êtes plus en capacité de transmettre ? Si, ça peut. Hein. C'est la santé qui peut décider des choses. Mais si réellement il n'y a plus rien, il y aura quand même l'écriture, quoi. Je pense que si... parce que bon, évidemment que être éditeur, se battre au quotidien, ça bouffe un peu du temps libre, ça empêche des choses, hein, aussi, des choses personnelles. Si j'avais plus tout ça, j'aurais quand même l'écriture. Voilà, ça, j'en suis convaincu. Et qu'est-ce que vous continuez à écrire que vous savez que personne ne lira ? Non, je ne me pose pas la question. Ce que je devais débazarder, je l'ai déjà bazardé, je crois. Les mauvais textes dans des fonds de tiroir, il faut les jeter, il n'y a rien à sauver. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Quand ça n'a pas trouvé sa destination, ça n'a pas trouvé sa destination. Je me concentre plutôt sur ce qui peut, à un moment donné, aboutir. Voilà. Alors, j'ai peu de temps, en plus. Donc, ce peu de temps, quand j'y arrive à m'y mettre, je me consacre sur des textes dont j'imagine l'édition. Voilà. Sinon, ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué. J'ai quand même besoin comme tous les projets que j'ai faits jusqu'à présent, j'ai besoin que ça aille à terme, que ça aille au bout. Voilà. Ça a existé quand ça a été au bout. Voilà. Pour moi, c'est comme ça. Je suis mal installé sur ma chaise. Je vois depuis tout à l'heure. J'ai mal là.
j'ai la bronchite qui me travaille, mais enfin. C'est la fin là, hein, il faut Voilà. vite sortir les livres. C'est ce que je disais, c'est pour ça que je commence à évoquer ma santé. On arrive à la fin de cet entretien, Monsieur Biancarelli. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose que vous n'auriez peut-être pas eu le temps de dire ou l'occasion durant cet entretien? Non, moi j'ai dit à peu près, enfin j'ai suivi vos questions avec intérêt, et j'ai dit à peu près ce que je pensais. Moi je reste convaincu qu'on a un grand chemin à faire dans cette île aussi. C'est un chemin de maturité un peu, sans donner des leçons, parce que moi je ne donne pas des leçons. Hein. Mais on est toujours bourré de mythes, de revendications, de slogans. On veut l'autonomie, mais on ne fait rien pour être autonome. Nous, ce qu'on fait, c'est être autonome. Quand on crée une maison d'édition corse, avec cette idée de s'étalonner soi-même, de dire soi-même, nous, on sait que ça a de la valeur. On n'attend pas le regard de Tartampion pour nous dire que ça a de la valeur. On sait que ça a de la valeur. C'est être autonome, c'est être mature, c'est s'émanciper, c'est dire, bon, voilà, c'est ça l'émancipation. C'est d'amener à ton territoire bon, je ne parle pas de l'émancipation individuelle, c'est philosophique, c'est autre chose. Mais bon, si on parle de ça, c'est être capable de se concevoir par soi-même, quoi. Et de ne pas s'auto-dénigrer, et de ne pas s'inférioriser en permanence. C'est pénible, parce que moi, je vois ce regard d'infériorisation, je le vois très souvent. Et pourtant, on est bon. On est bon, quand même. Quand est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple qui me viennent comme ça, mais je le vois de manière globale. On a l'impression qu'on doit convaincre, toujours, qu'on est au niveau des autres. C'est parce qu'on est des outsiders? Je sais pas, je pense que c'est parce qu'on a trop appris à se regarder en bas. Et on nous l'a inculqué aussi un peu d'une certaine façon. Hein. Le modèle national, il n'est pas terrible, faut reconnaître. Cette espèce de centralisation, c'est quand même agressif, quoi. C'est quand même quelque chose qui pèse même dans la vie du quotidien, ça pèse, quoi. Ça pèse dans les esprits. Même les nationalistes corses, ils sont jacobins sans s'en rendre compte, quoi. C'est qu'ils ne sont pas capables de se concevoir. Ils ne sont pas capables de s'imaginer réellement en mouvement, créer quelque chose. Créer, pas combattre. On s'en fout de combattre. On a déjà combattu, on a perdu, c'est derrière nous. Alors il faut aller de l'avant, il faut construire, quoi. Il faut essayer de s'élever un peu pour ces gosses, quoi, pour ces générations qui arrivent. Il faut essayer de rendre un poil ce monde plus beau et la lutte va être difficile, hein, on le sait. Voilà. Merci beaucoup, Marc Biancarelli. Merci à vous.